On revient avec nos invités pour parler du Togo. Le secteur de l'enseignement supérieur privé va faire l'objet d'une profonde réforme, une évaluation des établissements privés d'enseignement supérieur dont les résultats ont été présentés mercredi au Conseil des ministres a en effet révélé de nombreux dysfonctionnements et dérives. Eric Johnson, précisément, qu'est-ce qu'on reproche à ces établissements? Alors, le ministre en charge de l'enseignement supérieur, le professeur Iou Ouatteba, oui, Iou Ouatteba a fait un constat par rapport au curricula enseigné dans ces établissements privés de l'enseignement supérieur. Et donc, il a demandé tout simplement à une certaine harmonisation de ces curricula-là pour pouvoir mettre tout le monde sur le même diapason. Et aujourd'hui, par rapport à cette situation, il a sorti une circulaire pour demander à ces établissements-là de ne pas ouvrir leurs portes à la rentrée prochaine de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire le 18 octobre apparemment. Et donc, dans sa circulaire, il a dit clairement que la date de l'ouverture de ces établissements-là est subordonnée à la fin du processus d'harmonisation de ces curricula-là. Or, comme nous le savons, ces écoles-là ont un regroupement qui a tout de suite réagi en disant qu'elles ne comprennent pas, c'est-à-dire ces écoles-là ne comprennent pas pourquoi c'est uniquement au niveau de l'enseignement privé qu'on cherche à harmoniser les curricula. Et surtout que c'est un processus. L'harmonisation, c'est un processus qui prend beaucoup de temps. Le temps prévu par le ministre pour finir ce travail-là, donc ça veut dire que certainement, eux, elles ouvriront leurs portes au mois de janvier ou même après cela. Et donc, en présentant ce tableau, imaginez-vous, 74 écoles privées de l'enseignement supérieur avec 25 000 étudiants et 350 curricula quand même. Et donc, comment va-t-on pouvoir harmoniser tout cela avant fin octobre? Et donc, toutes ces écoles-là sont dans l'attente de cette harmonisation qui ne va pas se faire uniquement qu'au niveau du gouvernement, parce que après le gouvernement, parce qu'il y a un décret qui sera pris en Conseil des ministres, le ministre a déjà même préparé ce décret-là, et tout le monde se focalise sur ce décret-là, et vous savez, un décret, lorsqu'il est préparé par un ministère, ça doit passer par un autre, puisqu'il y a l'action gouvernementale qui est organisée de cette manière. Après, ça doit aller à la primature et tout ça, mais ça a déjà fuité. Et donc, ce regroupement d'écoles a déjà tout ce que le ministre voulait proposer. Et sur cette base-là, a commencé par mener des actions. Et ce qu'on reproche à ces écoles, au fait, c'est que c'est elles-mêmes qui organisent leur examen de fin d'année pour pouvoir délivrer des diplômes à leurs étudiants. Et comme quoi, selon le ministère, c'est qu'il faut que ça s'arrête. Il faut, parce que vous ne pouvez pas avoir des diplômes que vous ne pourrez pas utiliser ailleurs. Or, c'est 350 diplômes qui sont quand même délivrés par ces écoles. Aujourd'hui, tout le monde attend le ministre pour que ces écoles-là puissent s'ouvrir. Et 25 000 étudiants qui vont rester, ce ne sont pas que des étudiants togolais. Il y a des étudiants étrangers, des gens qui ont déjà quitté leur pays parce qu'ils se sont déjà inscrits dans ces écoles-là. Et surtout que le regroupement des écoles là dit que l'enseignement qui est délivré
dans leurs écoles est la même, est le même au niveau de ces écoles privées, d'autant plus que c'est les mêmes professeurs qui sont sur les campus universitaires publics qui sont également utilisés dans leurs écoles. Et donc, avant de parler de la faisabilité, on a l'objectif principal du gouvernement est de maintenir le niveau d'excellence des formations de l'enseignement supérieur togolais. Oui, je pense que même pour y arriver, c'est un objectif qui est louable. La politique éducative doit être menée par le gouvernement. Ce n'est pas au privé de définir la politique qui sera appliquée sur le plan national. C'est l'affaire du gouvernement. Mais une fois qu'on a dit cela, il y a quand même un besoin de concertation. On ne peut pas de façon verticale décider sans associer les acteurs à la réflexion qui a été menée. Je pense que c'est peut-être là que cette réforme pêche, et puis à l'agenda aussi. L'excuse sera peut-être qu'avec la crise sanitaire, on n'a pas pu rassembler tous les acteurs pour discuter avec eux de la manière de le faire. Dans ce cas, il aurait fallu les laisser aller sur une année complète, terminer, et à la fin de l'année, engager le chantier des réformes. Je voudrais ajouter ceci. L'année dernière, il y a eu également le même souci. Et donc, le président de la République a dû demander le retrait de ce test-là pour permettre à ces écoles de toujours fonctionner. Et donc, on avait bloqué leur ouverture, mais après, au retrait de ce test-là en Conseil des ministres, donc ces écoles-là ont rouvert, et je crois que c'était également en janvier. Et donc, cette année, la même chose a repris. Je pense fondamentalement que si on sait qu'on doit apporter ces réformes-là, on pouvait commencer plutôt en amont, avant la rentrée qui est toute proche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les regroupements disent que l'harmonisation va prendre au moins 3 ans. Donc, on peut commencer avec le premier cycle pour cette année, le second cycle pour l'année prochaine et le troisième cycle pour l'année qui va suivre. Oui, et puis, je crois que par-dessus tout, ce qui est important, c'est qu'on arrive à faire en sorte que les formations qui sont dispensées correspondent aux besoins sur le terrain par rapport au bassin d'emploi dans lequel ces écoles se trouvent. Et ça, c'est pas quelque chose d'anecdotique. Parce que si vous formez des gens qui ont à peu près 60% de chances de devenir des chômeurs, ça n'a pas grand intérêt. Si vous formez des gens à la science nucléaire et que vous n'avez pas une industrie nucléaire sur le sol du pays, il n'y a pas de grand intérêt non plus. Je force un peu le trait, mais l'idée, c'est de dire que non seulement il faut un agenda qui ne pénalise aucun des acteurs, ni les enseignants, ni les apprenants, et encore moins les propriétaires de ces écoles, mais il faut aussi que dans l'ensemble, cela corresponde à des besoins pour le pays. C'est-à-dire, si on forme des gens, il faut que cela corresponde à des besoins sur le terrain. Les plombiers, les électriciens et autres, il faudrait qu'on ait une formation qui soit adaptée pour cela. Si on se rend compte qu'il y a un déficit dans un domaine et que toutes les écoles forment dans un domaine qui ne correspond absolument pas à ce que nous sommes en train de viser comme bassin d'emploi, il est évident que l'État va intervenir et qu'il prendra des mesures pour que cela soit rectifié. Mais ce que je peux critiquer, je n'ai malheureusement pas toute la maîtrise du dossier pour en parler avec autorité, mais ce qui peut être critiqué ici, c'est la démarche un peu unilatérale qui est menée par le ministère et qui pénalise à la fois les propriétaires des écoles, les enseignants qui travaillent dans ces écoles-là, et puis les apprenants. Il faut relever, parce que Magloire vient de toucher à un point très important de la situation, c'est qu'il y a des écoles qui, malheureusement, par coup de publicité, trompent la vigilance des parents et des étudiants qui vont se faire former. On leur dit tout de suite, quand vous finissez de votre formation, vous avez un stage garanti, ce qui ne se fait pas après. On vous dit... Mensongère. Oui. C'était mensongère. Oui, donc avec tout ça, je pense que le ministre a des arguments pour dire pourquoi il veut réformer le secteur. Maintenant, par rapport aux formations qui sont données dans ces écoles, le secteur public aujourd'hui ne peut pas contenir tous ces étudiants-là. Quand on arrive
à la fin de l'année, on nous dit qu'il y a 10 000 étudiants qui ont, 10 000 bacheliers qui ont réussi, mais vous ne pouvez pas avoir de place sur les 2 campus publics que nous avons. Et donc, Cara ce et sont... Lomé. Pardon? L'université de Cara, De Cara et de Lomé. Donc, par conséquent, ce sont ces écoles privées qui arrivent à absorber tout ce flot d'étudiants. Maintenant, de quelle manière ça se passe après leur formation? Et puis, il faut véritablement orienter ces étudiants-là vers un emploi qui se trouve forcément sur le terrain. Parfois, on leur dit même que quand vous finissez, la bourse est garantie pour que vous puissiez aller ailleurs, travailler, etc. Alors que tout ça, là, c'est faux. Et donc, en dénonçant tout ça, mais il faut forcément que cette réforme-là soit inclusive et non qu'on écarte ces gens-là parce qu'on ne les a même pas consultés avant d'aborder cette réforme. Justement, on parlait de cette manière unilatérale. On peut parler également du timing au risque d'un Covid. Alors déjà, il y a la manière unilatérale qui est discortoise à mon avis. Il y a le timing. Et puis après, si vous voulez, il y a le côté un peu vicieux de charcuter les choses. Je m'explique. L'éducation, en Afrique, on la néglige. L'éducation est quelque chose de hautement stratégique. C'est hautement stratégique. Normalement, ça doit être le dossier qui, sur la table du chef d'État, doit être tout juste à côté. C'est hautement stratégique. Lorsque, par exemple, le ministre dit, oui, qu'il a fait le constat 2. Il a fait le constat 2. Le problème, c'est que les établissements, ils sont légaux. Donc, ça veut dire que ces établissements, ils ont déposé des dossiers. Ils ont dit concrètement ce qu'ils allaient faire. Et qu'ils ont eu l'aval du ministère pour exister. Vous voulez dire maintenant, que c'est la base qui est faussée. C'est la base qui est faussée. Après, ensuite, si maintenant, après un certain nombre d'années, on s'aperçoit que non, que ces établissements donnent des diplômes qui ne sont pas qualifiants, qu'il y a un problème au niveau des étudiants et ainsi de suite, ça veut dire que au niveau du ministère, il n'y a pas, comment dirais-je, une inspection qui vérifie les diplômes qui sont donnés, qui vérifie le niveau des étudiants et ainsi de suite. Donc il y a un problème en amont. Alors, allez taper sur les doigts de ceux à qui vous-même vous avez remis des agréments pour exister et qui sont là grâce à vous, que vous vendez même à l'international, parce que les établissements privés ont beaucoup de ressortissants étrangers qui viennent, ils font pratiquement un gros de leur chiffre d'affaires avec ces ressortissants étrangers, mais il y a un problème. Donc la remise en question, elle doit démarrer à votre niveau. Maintenant, effectivement, oui, il faut penser au timing, il faut voir un peu comment disons, tout cela s'organise. Ceci étant dit, parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'excellence et ainsi de suite. Oui. Quand je parle... C'est l'objectif. Voilà, La alors... recherche de l'excellence. Le niveau d'excellence des formations. Le problème en Afrique, je l'avais dit dans le sujet tantôt, c'est l'utilisation vicieuse des syntaxes. Qu'est-ce que l'on met dans le terme excellence? C'est quoi la vision de l'État pour 5, 10, 15, 20 ans? Et par conséquent, c'est quoi le planning pour l'éducation de ceux qui sont dans ces états-là? Je m'explique. Cuba, je vais donner des exemples. Cuba, ils ont plus de 50 ans d'embargo. Mais le ratio médecin-population de Cuba est supérieur à celui de la France. Cuba exporte ses médecins. Ils font partie des meilleurs du monde. Lors de la dernière crise du Covid, on a eu des médecins cubains dans les Caraïbes. Les médecins cubains sont... Mais au Togo, ils étaient là. Voilà. Ils En étaient Italie arrivés un peu également. partout. Donc, je veux qu'on m'explique pourquoi on va faire croire à des États africains et pourquoi nous, Africains, nous-mêmes, au niveau des gouvernants, on va prétester d'un certain nombre de choses alors qu'un pays sous embargo, à quelques mètres de la première puissance mondiale, arrive à donner cette qualité de médecin. Vous avez la Corée du Nord, dont on ne parle pas, mais qui exporte ses techniciens en sciences. La Corée exporte ses techniciens et c'est les salaires de ces techniciens-là qui alimentent une partie du budget de la Corée du Nord. Singapour, vous avez des mathématiciens là-bas, et ainsi de suite. Mais ceux-là, c'est une prise de décision gouvernementale. Si par exemple au Togo, lorsque vous parlez d'excellence, vous ne dites pas nous voulons tant de médecins, nous voulons
tant d'infirmiers, nous voulons tant d'enseignants, ben, ce n'est pas, comment dirais-je, en bricolant, et après, au dernier moment, lorsque les enfants arrivent après le bac et qu'il faut les orienter, qu'on bidouille avec les notes et ainsi de suite pour les orienter dans des filières. Non, ça commence à la base. Et la base au Togo, elle est négligée. La base, il s'agit des préscolaires, il s'agit des primaires et il s'agit des collèges. Jusqu'à présent, nous sommes en 2021. Nos établissements d'élite n'ont pas de bibliothèque. Si vous voulez avoir une bibliothèque fournie pour l'enfance, vous devez vous rendre à l'Institut français. Les établissements jusqu'à présent dans lesquels... Aujourd'hui, il y a des efforts qui se font quand même avec le ministère de la Culture qui essaie de mettre des bibliothèques dans les maisons des jeunes un peu partout. Oui, mais sauf qu'il y a un problème d'efficience. Lorsque vous prenez nos établissements, jusqu'à présent, il n'y a pas de laboratoire. Vous prenez de gymnase, il n'y en a pas. De salle informatique, on est à l'ère de l'informatique. Il n'y a pas de salle informatique, il n'y a même pas de Wi-Fi. Actuellement, là on parle, le défi mondial est d'adapter le codage à l'enfant. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez transformer des étudiants qui parfois n'ont jamais touché un laptop. C'est eux que vous prétendez que vous allez transformer en ingénieurs informatiques, en concepteurs, développeurs d'applications et ainsi de suite? C'est pas possible. Les gens, dans d'autres pays, ils enseignent cela aux enfants dès le primaire. On casse, on a un système éducatif qui casse le sens critique de l'enfant à partir du primaire. Vous prenez un enfant du préscolaire, vous prenez un enfant du début primaire, vous lui demandez qu'est-ce que vous voulez faire, il vous dira je veux être journaliste, je veux être architecte, je veux être pilote, je veux être astronaute. Vous arrivez au collège, vous arrivez après le bac, vous avez des gens qui sont formatés et tout ce qu'ils cherchent, c'est trouver le métier qui va leur apporter de l'argent. Il n'y a plus de rêve. Donc quand vous parlez d'excellence, vous renvoyez l'excellence à quoi? La plupart, beaucoup de personnes qui font des métiers le font pas par vocation. Ils le font par souci d'argent. Et le problème, s'il y a, c'est ça, c'est que les personnes qui s'occupent de cela ne s'occupent pas du problème à la base. Je vais me terminer avec un exemple. Si vous prenez par exemple alors on dit on veut former l'excellence. L'excellence, elle s'appuie fortement sur le sens critique de l'individu. Le problème, c'est qu'à le sens critique, il faut que la personne s'enrichisse, qu'elle analyse, qu'elle lise, qu'elle s'abreuve de savoir. Alors, dès le primaire, comme je dis, vous n'avez pas de bibliothèque. Ok, passons sur la bibliothèque, on dira que nos États n'ont pas les moyens. Lorsque dans d'autres établissements, sur lesquels se ruent la plupart des cadres qui ont les moyens, c'est-à-dire toutes les écoles qui sont françaises, britanniques, américaines et ainsi de suite, ont des ouvrages pour leurs enfants à partir de la classe du CP et du CE qui vont traiter d'histoire, qui vont traiter de géographie, qui vont traiter de sciences. On va apprendre à l'enfant l'étude de documents. Comment on analyse un plan? Comment on analyse une analyse publicitaire? Comment on analyse une annonce? Comment on décortique un sujet d'histoire? Donner un résumé, tout ça. Je parle de la classe de CE. Cours élémentaire. Nous, dans nos établissements, on a des enfants qui, au CM, parfois ne savent pas lire. On n'a pas d'ouvrage, on n'a pas de, comment dirais-je, d'outils didactiques pour les professeurs. On n'arrive même pas à s'entendre sur un collège d'intellectuels qui va pouvoir concevoir un ouvrage où l'enfant va faire de l'analyse de documents. Vous avez, moi, je connais des ouvrages que l'on donne à des enfants en classe de CM que vous ne pourrez pas donner à nos enfants en classe de 3e. Et quand on en parle, qu'est-ce qui se passe? On est sur on revient dans le, comment dirais-je, dans le chauvinisme. Ouais. Toucher une frise par les deux, on dit non, mais pourquoi tu dis ça? Le problème, c'est qu'à la suite, après, c'est ce que l'on a dans la plupart de nos cadres. On va avoir de vieux cadres, ils ont la cinquantaine, ils ont la soixantaine, comme Valsero dit, ils ne veulent pas laisser la chaise. Et maintenant, après, on s'étonne que ce soit de jeunes monsieur et demoiselles de la vingtaine d'années à qui on paie un billet qui vont venir les former et les mettre à jour. Alors qu'on a toute une jeunesse dynamique, pleine de bons. La plupart des secteurs d'activité que l'on a au Togo, la plupart sont autodidactes, que ce soit dans le son, dans la vidéo, il n'y a pas de... Voilà. Donc à un moment, lorsque on dit ouais, bon, l'enseignement supérieur, on va cadrer.
Vous allez quadriller quoi? Il n'y a même pas de PC. L'année était déjà même à gloire de comme Eric l'a dit, le président a agi. Vous pensez que le président va agir cette fois-ci également? Parce que là, c'est tard. Non, parce que c'est une politique gouvernementale. C'est-à-dire qu'une équipe vient et elle a une politique qu'elle énonce, puis qu'elle applique. Et elle est garante de cette politique-là. Moi, je crois qu'il y a plusieurs éléments qu'il faut mettre dans l'analyse. Bien sûr, il y a le constat qui n'est pas glorieux, mais il faut voir aussi d'où le pays part. Entre la grève illimitée qu'il y avait eu dans le début des années 2000, les sanctions qu'il y a eu également, la Dans les qualité... années 90. Oui, 90 à 2000. Donc, quand vous prenez tout cela... C'était en 92, 13. 93, où oui. il y a Après eu la conférence 18 mois nationale. de grève générale illimitée et non négociable. Donc, quand vous prenez cela, que vous prenez la dévaluation du franc CFA qui a suivi, que vous y ajoutez toutes les crises qu'il y a eu à l'intérieur du pays et la mauvaise qualité de la formation des formateurs eux-mêmes. Donc, il y a ce problème-là qui se pose également. Vous ne pouvez pas être surpris que des personnes qui ont été mal formées transmettent mal également. On a ce problème à la base. Donc, la question de l'excellence, ce n'est pas que par rapport au secteur privé. C'est par rapport au secteur public également. Donc, il ne devrait pas davantage sanctionner le secteur privé qu'il ne le fait avec le public. C'est une question de politique d'éducation générale. Global. Et donc, s'il le faisait de cette manière-là, sans discrimination à l'endroit des entreprises privées, je le comprendrais très aisément. Mais là, on est presque dans de l'acharnement. De parti privé. Ça y ressemble beaucoup. Ça y ressemble beaucoup. Et donc, à partir du moment où on en est là, moi, je crois que la volonté, c'est de bâtir une politique qui soit adaptée à ce que le pays veut faire. Si nous n'avons pas les moyens de former des ingénieurs en génie civil, des ingénieurs en informatique, de concurrencer la Silicon Valley, au moins faisons formons des gens qui pourront assumer le développement du pays, que ce soit en matière de télévision, de lumière, de son, de mécanique, de menuiserie et ainsi de suite. Formons déjà ce corpus-là qui est opérationnel et après, voyons ce qu'on peut faire après. Mais que ce soit étape par étape, on ne peut pas faire tous les étages de la fusée en une année ou en 10 ans. Ça se fait progressivement. Et donc, je crois qu'il y a une nécessité aujourd'hui de dire clairement vers où on veut orienter l'éducation des Togolais, de donner les moyens au public comme au privé, et les moyens, c'est à la fois le cadre, tout simplement, Voilà. politique qui permet de le faire, et puis les moyens qui doivent être peut-être des subventions. Vous voulez construire un établissement, vous le construisez, vous avez une exonération fiscale. Enfin, je ne sais pas les formules qui seront trouvées, mais faire en sorte que la politique soit conçue de façon inclusive, comme disait Eric, afin que cela satisfasse les besoins de toute la population et surtout que ça obéisse à une politique véritablement républicaine de l'éducation. Il faut voir un peu ce qui se passe dans l'administration togolaise. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque il y a un concours de recrutement, des jeunes qui arrivent, et surtout des jeunes qui ont été formés ailleurs, qui arrivent, mais j'avoue qu'ils ont des difficultés même à entrer dans le système. Tout simplement parce qu'on ne leur donne pas le temps de dire, de donner ce qu'ils ont. On leur dit tout simplement, nous on a toujours fonctionné comme ça, c'est pas aujourd'hui, vous allez changer. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'éducation. C'est-à-dire que... C'est plus grave que ça. Moi, je vais te montrer la gravité de la chose. Oui. La gravité de la chose. Et Patrice Talon l'a dit, ça a énervé les Béninois, mais en réalité, on l'a partout. La gravité de la chose, c'est que le chef de l'État lui-même, lorsqu'il veut des compétences, il débauche les technocrates à l'extérieur. Oui. Les grands cadres qui sont en collaboration avec le chef de l'État sont débauchés à l'extérieur. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend justement que l'expertise est ailleurs. Voilà. Et ça crée des tensions parce que la personne qui n'a pas les moyens d'aller prendre cette expertise à l'extérieur et qui la prend ici est dévalorisée. Elle est sous-valorisée et justement son rêve est d'aller à l'extérieur chercher cette expertise. Oui. Or, la question est de savoir pourquoi l'expertise nationale est dévalorisée. Et si elle est dévalorisée, si elle n'est pas au niveau, c'est qu'il y a une base, c'est que cela vient de quelque part. Je vais te donner une anecdote. Je ne sais pas si tu connais... On a encore 3 minutes. 3 minutes. Un Cap-Verdien
il n'avait pas son bac, mais il était recruté à l'OIF, L'Organisation Alcino. internationale de la francophonie. de la francophonie. Il s'appelle Alcino. Il m'a eu comme étudiant. Alcino, quand il veut te parler journalisme, tu as envie, même si tu n'as pas cette vocation, tu as envie de devenir journaliste. Il n'a pas son bac. Tout simplement parce que Alcino a été formé jusqu'en classe de terminale, puisqu'il n'a pas eu son bac, il a fini en terminale, il est revenu au Sénégal. Il a été recruté comme simple agent avec un certain... comment il s'appelle, mais il s'occupait de la presse à l'OIF. Il a recruté et Alcino s'est formé sur le tas. Mais Alcino était le meilleur formateur pendant toute cette période. Et c'est eux qui avaient en charge la presse francophone. Et c'est eux qui finançaient, qui décidaient de quel organe l'OIF pouvait financer. Ça veut dire que la formation, elle est très importante. Quel que soit le niveau où vous vous arrêtez, ayez la possibilité de vous former plus tard par rapport à ce qu'il est en train de dire et ce qui se passe dans notre administration. Moi, ce que je voudrais dire pour nuancer concernant ce qui était dit sur les recrutements de spécialistes à l'extérieur, c'est que par moment, c'est une étape qui est incontournable. Oui, tout à fait. Il ne faut pas que ce soit sur la durée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on dise qu'on va recruter pendant 10 ans uniquement des experts internationaux. Mais si on a la capacité d'avoir des gens qui viendront aider à l'émulation dans un corps de métier, c'est toujours bon à prendre parce que ça permet d'élever le niveau. Et une fois que ce niveau a été élevé, on fait confiance aux nationaux pour continuer le travail qui a été commencé. Regardez à l'OTR ce qui s'est passé, par exemple. Le premier directeur de l'OTR était rwandais. Il a fait sa part de travail. Quand il a rempli son contrat, il est reparti. Gaperi. Voilà, et donc par la suite, ce sont les Togolais qui ont pris le relais, qui ont continué le travail. Dans tous les autres secteurs, ça devrait être la même chose. C'est-à-dire l'intention n'est pas de pérenniser quelque chose qui a vocation à être temporaire, mais de faire en sorte que ce soit bénéfique, que ça apporte un plus dans la démarche de formation. Alors, la petite nuance que je voulais apporter, c'est justement, il y a eu ce monsieur rwandais. Alors, si le monsieur togolais qui l'a remplacé, son expertise, sa formation vient de l'extérieur, on retombe dans le même creuset qui est de ne pas avoir des compétences formées nationalement. C'est-à-dire il faut qu'on puisse former nos cadres nationalement. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'éducation, mais il s'agit Non, aussi Philippe Chaudier, je crois, Chaudier... Il parle de paradigme de l'État. Je comprends. Lorsque vous avez, par exemple, je vais m'arrêter sur cela, le cas qu'il y a, par exemple, avec Amina et les employés, c'est qu'il s'agit d'un Chinois qui vient avec des paradigmes par rapport à son métier, par rapport à son pays. Une manière de fonctionner, une manière de travailler, une manière d'expertiser. Et justement, le problème avec les États africains, c'est qu'il faut que nous développions nos propres paradigmes, que ce soit dans la formation, dans l'emploi et ainsi de suite, et que nous exploitons ces compétences de façon efficiente. Et cela ne se fait pas. Merci beaucoup à vous, Russe Dankovi, activiste panafricain. Merci également à lui, Magloire Kevayo, journaliste et écrivain Eric Johnson. Merci. C'est bon. C'est bon, à la prochaine. Merci également à vous. On se retrouve donc la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. À bientôt.